Paris. Belleville. Paris, Belleville. Belleville. Architecture. Paris, Belleville. Paris, Belleville. Belleville. École nationale supérieure d'architecture. École nationale supérieure d'architecture Paris-Belleville. Belleville. Bien, merci d'être venu. Merci à Hervé d'être venu faire cette conférence, d'avoir eu l'amitié de venir. Merci à Jean-Pierre Braun de nous avoir mis en relation. Voilà, je pense. Enfin, tu disais que c'était pas forcément en lien avec l'architecture le sujet. Moi, au contraire, je pense que c'est vraiment, vraiment utile, en fait. Et on fait des cours sur la question de la représentation, comment représenter le réel. Et il y a plein de manières de le faire. Et c'est vraiment une question, à mon avis, qui est fondamentale, surtout à une époque où on a beaucoup de contre-vérités, pour ne pas dire de mensonges, dans le débat public. Et tu as été extrêmement actif, justement, à démolir certains mensonges qui sont véhiculés en permanence. Donc, je pense que ce cours est extrêmement important. Par ailleurs, tu as été le premier enseignant de géométrie, de morphologie, de mathématiques dans cette école. Donc, quelque part, le cours que je fais au travers du cours qu'a fait Jean-Pierre Braun, c'est un peu l'héritier du cours que tu faisais. Et puis, je pense que ces questions, à une époque où il y a vraiment de nouvelles technologies qui arrivent, il y a vraiment il faut vraiment avoir une approche face à la technologie curieuse et circonspecte. Vraiment voir ces nouvelles technologies, ces nouveaux outils et les affronter sans peur et sans haine, comme on disait avant dans les tribunaux. Et enfin, la meilleure raison de te faire venir, c'est que j'adore écouter ce que tu racontes. Voilà, c'est une raison qui suffirait elle-même. Voilà, merci Hervé. Oui, vous m'entendez là? Bon, parfait. Merci, Jean. Oui, écoutez, je suis un peu ému de faire cette conférence parce qu'effectivement, comme tu l'as rappelé, j'étais de l'équipe du début. Ils avaient besoin d'un matheux, donc je connaissais, oui, je connaissais un peu toute cette bande, Frédé, Dufaux, Huette, donc ça s'est noué. J'ai d'ailleurs un matheux qui était le père d'un étudiant de l'époque, Lichnerovix, qui était un grand mathématicien, qui était prof au collège de France. Et c'est là que j'ai rencontré et discuté avec Huette et Frédé un soir pour quelques mois avant qu'on fonde vraiment en novembre avec les 8. Alors là je suis émerveillé par le luxe de cette salle parce que les premières salles qu'on avait, c'était à l'époque les halles n'étaient pas entièrement démolies, donc on avait des locaux au-dessus du pavillon des bouchers. Donc l'escalier était maculé de sang, c'était un escalier de fer. Et puis on avait de vagues salles de cours, et on était très peu nombreux. Là, je crois que vous êtes maintenant 1200. Et c'était les frigidaires aussi, juste que, ouais, tout à fait, tu as raison. Et on a même cru, ça s'appelait UP8, qu'on n'allait pas survivre parce que c'était la seule UP qui n'était pas héritière d'un atelier des anciens Beaux-Arts. Et donc, c'était un groupe d'étudiants courageux qui avaient suivi Bernard Huette dans ce qui s'appelait l'atelier collégial, qui était, je crois que c'est en 65 que ça avait été, ou 66, qui était en rupture avec l'enseignement traditionnel de l'école. Donc, ça faisait assez peu de monde. Et la deuxième année, on n'a pas eu assez d'étudiants inscrits. On était tombé, je crois, au-dessous de 25 étudiants inscrits ou 30. Et on a inscrit nos femmes pour arriver à avoir. Il fallait bien survivre. Donc voilà. Bon, j'étais, comment dire, j'étais associé. C'était pas mon travail principal,
mais ça m'a énormément intéressé, ça m'a beaucoup plu, parce que c'était un endroit, et je pense que c'est encore le cas, où on avait un enseignement extrêmement libre. On n'était pas du tout contraint par un programme. Et puis aussi, on pouvait faire des séminaires avec un peu des cours avec qui on voulait. Je faisais un cours de première et deuxième année, mais j'en ai fait avec Olivier Dufaux, l'architecte. J'en ai fait bien sûr avec Jean-Pierre Braun un certain nombre de cours, mais j'en ai fait aussi pendant 2 années avec Albert Flocon, qui était comment dire, c'était un des derniers élèves du Bauhaus. Mais il était parti, il avait fait 1 année au Bauhaus avant que Hitler ne ferme le Bauhaus. Et il avait donc connu donc il avait des exercices lui avaient été proposés par des gens comme Klee, où c'était quand même il y avait une transmission remarquable. Voilà pour le passé. Et donc maintenant on va aller un peu sur le présent. Donc, j'ai préparé un PowerPoint, je vais passer assez vite, c'est plutôt, il y a de l'échantillonnage, puis je pense que ça sera ensuite plutôt les questions qui vont, que ça pourra susciter, qui sont intéressantes. Alors, ça tourne autour, bien sûr, de l'état social de la France, mais au sens de l'espace, puisque c'est dans le titre, et puis c'est surtout ce sur quoi je travaille, et puis aussi sur la manière de représenter l'espace. Et là aussi, pour moi, ça a été, venant des mathématiques, ça a été très utile d'enseigner à UP8 parce que, enfin à Paris-Belleville maintenant, mais à l'époque UP8, parce que ça m'a justement appris le côté relatif de la représentation. Je me souviens d'un exercice qu'on avait donné, je sais pas si tu étais là, Jean-Pierre, où il s'agissait, il y avait un bâtiment et il s'agissait de le dessiner en perspective selon soit c'est l'architecte qui voulait commercialiser le bâtiment, et soit c'était le groupe ou le comité environnemental qui voulait pas que ça soit construit. Donc il fallait faire une perspective qui soit avantageuse et puis une qui soit désavantageuse. On avait pris des bâtiments existants. Par exemple, il y avait ce bâtiment du Collège de France qui est sur la place du Panthéon, cette petite qui se prêtait bien à ça. On pouvait le valoriser, mais on pouvait aussi le dévaloriser. Donc c'était cet aspect-là de l'architecture, de la représentation en architecture, qui m'a amené à me rendre compte que dans les domaines de la statistique, dans la plupart des domaines des sciences sociales, la question de la représentation, donc du point de vue, si on peut dire, est très importante aussi. Donc ça, mon affaire va un peu tourner autour de cela, puis va tourner autour de questions un peu plus de manière de représenter, ou puis même de structure de l'espace. On va voir ça tout de suite. Je vais commencer par un titre qui est Fleuve, parce que voilà quelque chose. Alors vous pouvez penser que ça, c'est une mouche qu'on a écrasée sur une vitre. C'est un peu, ça ressemble un peu à ça. On voit bien, il y a ses pattes, il y a sans doute des bouts d'ailes. Bon. Alors on va voir ce que c'est. Est-ce que maintenant vous reconnaissez un peu mieux? On peut dire c'est des fleuves. Hein. Et quels fleuves? Alors je vais vous montrer. Regardez, vous êtes là. Donc c'est les densités vous les voyez inscrites en dessous. C'est des densités dans une partie de la région parisienne. Et si je les montre, c'est que vous voyez que les vallées des fleuves, les couloirs des fleuves attirent la forte densité. Les densités, dès qu'on s'éloigne du centre de Paris, suivent assez nettement les fleuves. D'ailleurs, suivent plus les fleuves, parfois ça coïncide, mais plus que les autoroutes ou que des choses comme ça. Hein. Il y a donc une présence des fleuves, et c'est une présence archaïque d'une certaine manière qui réapparaît maintenant. Parce que si on trace la carte des densités des communes en 1851, on connaît bien la population de toutes les communes françaises à partir de 1806, hein, parce qu'il y a eu des recensements pour des raisons d'État qui ont été en général bien faits. Il y a des défauts, mettons, sur les déclarations d'âge, mais le nombre d'habitants est
assez bien contrôlée. Et vous voyez que la France était assez pleine en 1851. Mettons dans tout l'Ouest et dans une partie de l'Est, les densités étaient supérieures à 100 habitants par kilomètre carré. Et maintenant, regardez la même carte de densité. C'est comme si la chair avait disparu, il reste que les ossements, et les ossements, c'est les fleuves. Donc il y a quelque chose d'assez archaïque qui réapparaît avec la modernité. Regardez à quel point on voit bien les fleuves, du moins on les devine bien. Regardez la Loire, on devine bien son arc après Orléans. Les points noirs, bien sûr, c'est les agglomérations. Mais on voit bien, on voit même des fleuves moins importants, l'Isère, on devine le Cher, on voit les affluents de la Garonne, on voit même d'ailleurs, on va le vérifier quand vous mettez les fleuves. Et actuellement, on peut calculer que la moitié de la population française vit à moins de 8 kilomètres d'un fleuve ou d'une côte maritime. Donc on est en quelque sorte attiré par l'eau. D'ailleurs, on voit bien, regardez, on voit bien le trait de côte aussi sur la Bretagne, ou bien sur la Méditerranée. Voilà une petite. Alors, je vais maintenant montrer autre chose. Une fois que on a fait cette petite présentation, je vais montrer comment on peut représenter l'impact des migrations. Alors, ce sera les migrations extérieures que je vous montrerai, donc les migrations d'étrangers ou d'immigrés. Ce sont des questions qui sont vraiment actuellement discutées à outrance et pas de façon très sympathique. Voilà une carte récente avec les données d'Eurostat des étrangers, la proportion d'étrangers en Europe. Vous remarquez que la France n'est pas du tout parmi les pays qui ont la plus forte proportion d'étrangers. La France est à 7,5% de sa population qui est étrangère, qui n'a pas la nationalité française. Si vous allez en Suisse, c'est 25%. Donc, alors bien sûr, la Suisse est peut-être un cas extrême, mais vous voyez que même des pays comme la Grèce, comme l'Italie, comme l'Allemagne, bien sûr, dépassent la France, l'Irlande aussi. Alors, vous voyez que les pays baltes ont une forte population, l'Estonie et la Lettonie. C'est inquiétant, c'est une population d'origine russe qui n'a pas encore obtenu la nationalité. Donc, c'est une menace, ça monte jusqu'à dans les 40% dans ces deux pays. Les 48%, c'est le Luxembourg. Et quand on descend en France, je vais vous montrer comment, échelle par échelle, la question. Donc voilà, une première question de représentation, c'est que ce qu'on fait apparaître va dépendre de l'échelle. Là, vous avez une échelle qui est celle des départements. Vous voyez les immigrés. Vous voyez bien qu'il y a on retrouve d'ailleurs un peu les fleuves, si vous regardez bien, la Garonne, le Rhône, puis un petit peu moins quand même la Seine, puis surtout la région parisienne. Donc on a un premier dégrossissement, mais si on veut descendre plus loin, plus finement, il faut travailler au niveau des communes. Et donc voilà une carte. Alors c'est une carte qui est faite avec une technique de lissage. Donc je dirai un mot tout à l'heure de la manière dont on peut lisser une carte. Parce que si on mettait toutes les communes, j'aurais pu vous les montrer avec leur vrai découpage, on aurait l'impression d'une tranche de pâté de foie, parce que il y a des très petites communes, donc il y a des fluctuations très importantes de la proportion de. Alors c'est des immigrés. Alors quelle est la différence entre immigrés et étrangers? C'est une spécialité française, l'immigré. C'est la définition, c'est des personnes nées étrangères à l'étranger. Dans la plupart des autres pays, un immigré, c'est une personne qui ne réside pas dans son pays de naissance. Par exemple, pour les statistiques des Nations Unies, Ségolène Royal est une immigrée parce qu'elle est née à Dakar. Donc, elle n'est pas née dans l'Hexagone. Mais elle est née française, donc du coup, elle n'entre pas dans la catégorie française des immigrés. Vous voyez que cette carte-là, il y a une différence d'un seul coup qui apparaît, c'est les villes. Vous les voyez, que ce qui n'était pas du tout perceptible sur les départements ou avec quelques exemples, mais là, on voit
l'importance de la région parisienne. On voit aussi, par exemple, autour de Genève, il y a toute une concentration. Et puis on voit bien sûr Lyon, on peut repérer pratiquement toutes les villes. On remarque aussi que le découpage départemental, il est très bien fait en France. Et il y a toute une histoire, comme vous le savez, de ce découpage. Au début, Touret et Sieyès, ça s'appelait le comité de la division, en 1791, avait proposé un schéma avec un quadrillage. Et donc les départements étaient des carrés. Et il y a eu des discussions dont on a la trace, qui ont été importantes, bien plus importantes que ensuite les discussions pour créer des régions ou des choses comme ça. Et c'est Mirabeau qui a dit, qu'est-ce qui se passe lorsque l'un des côtés du carré passe entre la salle à manger et la chambre à coucher. Donc, on a décidé d'arrondir un peu, de tenir compte de différences locales, mais quand vous regardez la carte, les traits blancs qui signalent les frontières des départements, vous sentez qu'il y a eu par derrière quelque chose qui ressemblait à un carroyage, comme vous dites. Puis si on descend un peu plus bas, il y a encore une autre vision de la localisation des immigrés. Là, j'ai pris quelques exemples de villes avec un niveau très fin qui est le niveau qu'on appelle des iris. Ces iris, c'est un découpage qui a été mis au point par l'INSEE et le ministère de la Ville, qui regroupe entre 2 et 3500 habitants. Et vous voyez que pour plusieurs pays, plusieurs villes, il y a d'assez grosses différences. À Mulhouse, les immigrés sont au centre-ville, très très proche du centre-ville. Puis vous voyez que à Rennes, ça n'a pas du tout la même chose. Ils sont au contraire sur des quartiers périphériques. Au Havre aussi, à Perpignan, c'est un mélange. Ils sont pas vraiment au centre parce qu'au centre, vous avez notamment le quartier gitan. Donc disons à chaque fois la localisation, c'est un petit peu l'histoire de la ville qui est par derrière. Si à Rennes ils sont à l'extérieur, c'est parce que la migration est arrivée tardivement à Rennes, un peu au moment, par exemple, où les usines Citroën se sont installées. Tandis qu'à Mulhouse, c'est une migration qui très très anciennement s'est installée au centre-ville, puis a été ensuite relayée, qui est assez largement turque, parce qu'il y a aussi des différences selon les nationalités. Voilà Marseille, par exemple. D'un côté, vous avez sur le côté gauche, vous avez l'implantation des immigrés nés qui viennent de pays hors d'Europe. Et vous voyez que c'est ce qu'on appelle les fameux quartiers nord. Et puis de l'autre côté, vous avez les immigrés qui viennent d'Europe. Donc c'est des Italiens assez largement, un petit peu aussi d'Arméniens. Et regardez, il y a vraiment ces deux occupations différentes. Il y a un recoupement un peu au nord du Vieux-Port. On voit le Vieux-Port, c'est l'enclave qui est au centre. Peut-être que non, on peut pas Est-ce qu'on peut? Ah ben oui. Est-ce que vous voyez la flèche là? Oui, ça c'est le Vieux-Port. Là, c'est le quartier du Panier. Vous voyez que dans le Panier, il y a très très peu d'immigrés non européens, alors que vous avez notamment des Arméniens qui sont nombreux encore dans le Panier. Puis vous avez tout cet aspect-là, qui sont des immigrés d'origine surtout italienne. Puis il y a un endroit où ça se recoupe, puis ensuite vous avez les quartiers nord, avec, vous voyez qu'on atteint quand même entre 40 et 60% pour les zones qui sont en brun foncé. Et Paris, voilà la proportion d'immigrés non européens à Paris. Là, vous avez encore plus nettement qu'à Rennes. C'est vraiment le périphérique, et c'est aussi les boulevards extérieurs, les boulevards des Maréchaux et les boulevards extérieurs. Regardez par exemple sur cette partie est, c'est absolument incroyable. Alors, ils sont un peu plus nombreux aussi dans ce coin-là, mais c'est des immigrés riches souvent. C'est le 16e arrondissement. Donc, il y a immigrés et immigrés. Il faut être prudent. Alors, voilà une autre façon de faire, parce que, au fond, vous avez vu qu'en passant des départements aux communes et puis à l'intérieur des villes, on ne voit pas la même chose. Donc il y a une tentative de voir la même chose, c'est ce qu'on appelle des anamorphoses. Voilà une autre méthode de représentation. L'idée de l'anamorphose, c'est que on va représenter les
communes, ou des regroupements de communes dans le cas de cette carte-là. On va les représenter de manière à ce que leur surface sur la carte soit proportionnelle, dans le cas précis, au nombre d'immigrés. Donc, et du coup, ce que vous voyez au centre, vous êtes capable de distinguer les arrondissements parisiens. Vous pouvez voir que on retrouve à la fois le 16e et puis on retrouve la couronne nord-est où il y a un peu plus d'immigrés, puis bien sûr la Seine-Saint-Denis. Alors, l'avantage, c'est justement de voir les grandes masses, mais l'inconvénient, si vous cherchez, par exemple, sur cette carte à voir où est Orléans, ou bien à voir où est Compiègne ou Beauvais, c'est écrasé par le fait que Paris a pris un énorme volume. Donc, l'idée qu'au fond, c'est une vieille idée, c'est il vaut mieux utiliser plusieurs modes de représentation qu'un seul. On retombe sur cette question qui m'avait intéressé dans l'architecture. On voit aussi par exemple, si vous voyez Lyon, on voit une chose qui est assez classique, c'est les quartiers les quartiers est de la ville qui sont les quartiers de l'immigré. C'est cette vieille idée que, même chose pour Bordeaux, même chose, d'ailleurs d'une certaine manière aussi pour Paris, qu'il y a eu beaucoup de littérature pour tenter d'expliquer pourquoi c'était plutôt. Alors il y a des histoires, certains ont dit c'est une question de vent, certains ont dit que c'est une question de soleil. Enfin bon, c'est pas tranché, hein, il y a sans doute plusieurs causes. Là, je vous ai mis un autre aspect de la question, c'est que et presque toujours quand je produis des cartes, je cherche à leur donner une dimension historique ou temporelle, plus simplement. C'est parce que les choses évoluent très lentement, en fait, au niveau des territoires. Donc là, vous avez une série qui montre, à la même échelle, qui montre la proportion d'étrangers, parce que les immigrés, on ne les mesure que récemment. On mesurait des étrangers. Il y a une petite histoire derrière, il s'est produit le fait que en 1990, il y avait 3 600 000 étrangers recensés. Et dans le recensement suivant, en 1999, il en restait que 3 100 000. Et c'était le moment où Le Pen était en pleine ascension. Donc l'INSEE était un peu emmerdé. Il dit on va attaquer le recensement ici, parce que c'est absolument contraire à la perception politique. Là, ils ont eu l'idée que, on va, au lieu de mesurer le nombre d'étrangers, on va mesurer le nombre d'immigrés. Ça permettait de rajouter les naturalisés. Actuellement, sur les immigrés dans le recensement de 2023, il y a 37% des immigrés sont de nationalité française. Donc c'est déjà une chose qu'on oublie un peu facilement. C'est parce que, pour des tas de raisons, c'est à travers la naturalisation. Et immigrés et étrangers, c'est pas du tout la même chose. Quand vous êtes étranger, c'est quelque chose, on pourrait dire, de l'ordre de la culture, c'est-à-dire vous pouvez changer, vous pouvez devenir français si vous êtes étranger. Éventuellement, vous pouvez même, si vous êtes français, renoncer à votre nationalité. Si vous êtes immigré, vous l'êtes jusqu'à votre mort, hein, parce que vous pouvez pas changer votre nationalité au moment de votre naissance. C'est absolument impossible. Donc il y a eu une confusion en France entre un terme qui est un terme politique, être français ou étranger, ça veut dire être citoyen ou non, avoir le droit de vote ou non, et puis un terme qui est beaucoup plus sociologique, qui est est-ce que le fait de venir d'un pays différent fait que vous ayez certaines différences ou vous ayez une situation sociale qui soit inférieure ou autre que la situation de ceux qui ne sont pas, de ceux qui sont nés en France. Donc il y a eu c'est deux choses très différentes finalement, politique et sociologique, et il y a une confusion en fait qui a été opérée, qui est toujours opérée. Maintenant, si vous regardez les cartes elles-mêmes, vous remarquez que à partir de 36, c'est un peu la même chose, sauf que ça s'étend. Mais regardez que les zones les plus denses en 36 sont plus nombreuses. Les départements où il y a le plus d'étrangers, en proportion, sont plus nombreux qu'en 2020. Et d'ailleurs, en 2020, on est à 7,5% d'étrangers. En 1936, on était à 6,5%. Donc, en l'espace de 90 ans, la
proportion d'étrangers a augmenté de 1% en France. Hein. C'est pas non plus quelque chose de très important. Alors, inévitablement, on va faire un instant de politique, mais j'en ferai pas beaucoup. Je vous ai mis d'un côté la carte des immigrés qu'on a vue tout à l'heure, puis la carte des votes pour Le Pen. J'ai pris celle de 2017, mais elles sont très semblables année après année, les cartes du Front National. C'est juste pour vous montrer que ça marche pas très bien. Et il y a une sorte de correspondance. Par exemple, on voit la bordure méditerranéenne, on la retrouve des deux côtés, on retrouve un peu aussi l'Alsace. Mais remarquez que pour les villes, c'est l'inverse. C'est-à-dire que plus la ville est importante, moins on vote pour le Front National. Et du coup, ça veut, comme les étrangers, les immigrés sont dans les villes et dans les grandes villes, ce qui est logique parce que c'est là qu'ils trouvent de l'emploi et puis c'est là que ça marche économiquement. On a une sorte d'inversion des deux choses. Vous voyez, sur la carte de gauche, je vous ai mis la proportion d'immigrés en 2019. Et sur la carte de droite, vous avez les votes pour Le Pen au premier tour de 2022. Si vous regardez bien, les cartes sont pratiquement inverses l'une de l'autre. Si vous avez à commenter, vous direz, plus il y a d'immigrés, moins on vote pour le Rassemblement national. Ce qui est quand même assez contraire à l'idée première qu'on a, surtout c'est une fois Chirac avait déraillé en disant c'est à cause des odeurs. Ben, il faut avoir un odorat très affûté parce que les odeurs viennent de loin. Hein, donc, et si là c'est la seule fois où je vous montrerai un graphique, mais je vous ai mis dans une courbe, la courbe en rouge, c'est la proportion d'immigrés selon le nombre d'habitants de la commune. Vous voyez que c'est au-dessous de 5% pour des très petites communes, et puis on monte pour Paris, on est à 23%. Et puis alors il y a une petite fluctuation qui est peu explicable. Et inversement, je vous ai mis les votes pour Marine Le Pen. Alors c'est en 2017 et pas en 2022, mais vous voyez que on commence à 27%. Et on descend à 5%. Là, le dernier point, c'est Paris. Donc, il y a vraiment une différence complète entre le discours qui est tenu par le RN et la réalité de terrain. On peut bien sûr dire abstraitement qu'on est contre le fait qu'il y ait beaucoup d'étrangers, mais c'est totalement abstrait et idéologique. C'est pas du tout dans la vie courante. C'est pas c'est pas la remarque qu'on me fait habituellement. On me dit, on voit que vous ne prenez jamais le métro. Bon, ben non, c'est pas bien sûr dans le métro. Oui, on est dans le cas où il y a beaucoup d'étrangers, mais on est dans le cas où on vote assez peu pour La Pen. Non, là, je vais passer vite. Juste vous montrer que c'est un cas fréquent, parce que je vous ai mis pour l'Allemagne la proportion d'étrangers. Vous voyez que c'est surtout l'ancienne Allemagne de l'Ouest. Et regardez les votes de l'AfD. Alors, ils vont être plus élevés d'après les premiers sondage qu'on a actuellement, mais là c'est en 2019, et vous voyez que les votes d'extrême droite en Allemagne, c'est exactement l'ancienne Allemagne de l'Est, ça n'a rien à voir avec les immigrés, il n'y a pas d'immigrés ou pratiquement pas, et on voit bien, il y a même un point noir dans l'Allemagne de l'Est, à un endroit qu'on voit peut-être qui est ici, c'est Berlin, et effectivement là à Berlin, où vous avez pas mal d'immigrés, une proportion élevée d'immigrés, d'étrangers d'ailleurs, vous avez un vote pour l'AfD qui est beaucoup plus faible que dans le reste de l'Allemagne de l'Est. Donc on peut dire la correspondance négative est presque parfaite. Je vais montrer un autre aspect cartographique sur les inégalités sociales, parce que c'est quand même un des sujets s'il s'agit de représenter la société qui est le plus important. Je vais défiler des cartes, vous allez voir que ce qui est par derrière, c'est qu'il y a de grandes similitudes entre un certain nombre de phénomènes problématiques. Là, voilà le chômage dans la population, ça évolue lentement. Vous voyez que il y a vraiment la zone méditerranéenne, le nord-est et puis les villes. Et si vous voyez ici les jeunes sans diplôme, vous voyez que ça ressemble, c'est à peu près les mêmes zones, y compris en plus de ça la vallée moyenne de la Garonne. Si vous prenez les familles monoparentales, vous voyez que
Enfin, c'est pas la même carte, bien sûr, mais il y a des similitudes assez grandes. Ça, c'est le taux de pauvreté. C'est la proportion de personnes qui sont au-dessous de 60% du revenu médian. Vous voyez que là aussi, on a une carte assez semblable. Et ça, c'est une carte un peu plus standardisée, qui est ce qu'on appelle l'indice de Gini, qui permet de faire des comparaisons internationales sur l'inégalité. Et là, vous retrouvez presque parfaitement. L'idée, c'est de faire la synthèse de toutes ces cartes, puisqu'elles semblent assez reliées entre elles. Et on obtient cette carte-là. Au fond, c'est logique qu'elles soient reliées entre elles. C'est que si les jeunes sont sans diplôme, ils sont beaucoup plus au chômage que les autres. Si le chômage, ça favorise, si on peut dire, la rupture d'union. Donc, il y a plus de familles monoparentales là où le chômage est élevé. Et puis, il y a plus de pauvreté. Là où il y a le plus de pauvreté, il y a aussi le plus d'inégalité, puisqu'il y a là où le plus de chômage, il y a aussi le plus d'inégalité, puisque les chômeurs ont un très faible revenu. Donc, tout se tient. Autrement dit, c'est très compliqué. Ça demande un traitement d'ensemble, la question sociale en France. Et les différences, vous l'avez vu, c'est très important. C'est très souvent du simple au double. Si on compare, mettons, la Bretagne ou la Vendée au Gard ou bien à l'Hérault, ou disons au Languedoc. Donc, vous voyez, je vous ai mis juste la carte de synthèse. Alors, c'est une technique de statistique, ce qui s'appelle composante principale, qui permet de faire la synthèse. Mais vous voyez bien que ça correspond, ça reprend les traits de l'ensemble des cartes, y compris l'importance des problèmes dans les villes. Et alors qu'on a souvent l'idée, surtout actuellement, où les zones rurales, la périphérie, comme maintenant on le dit, estime qu'elle est marginalisée, en fait, les problèmes sont plus importants dans les zones urbaines que dans les zones rurales. Et puis, inévitablement, vous voyez qu'il y a un rapport, et vous voyez que cette fois-ci, on voit bien qu'il y a des échelles différentes. Vous voyez que les problèmes, si on prend une échelle régionale très large, vous voyez que la carte du vote FN, qui est sur la droite, correspond assez bien à la carte de l'ensemble des problèmes. Donc, il y a un fondement. Donc, c'est pas non plus un hasard si le FN a pris ce tournant social assez rapidement. C'était pas du tout dans le discours du premier Le Pen. D'ailleurs, quand en 84 il y a eu le premier vote Le Pen, c'était plutôt un vote urbain et un vote de grande ville. Là, par exemple, le vote le plus important à Paris en 1984, pour le premier grand vote, si on peut dire, Le Pen, c'était le 8e arrondissement qui arrivait en tête. C'est plus du tout ça. Désormais, c'est les communes lointaines, et comme vous l'avez vu sur le graphique. Mais en même temps, il y a un effet régional. Donc, il y a un effet régional qui est le contraire de l'effet urbain. Donc, il faut tenir compte, si on veut essayer de comprendre ce qui se passe au niveau géographique, des différentes échelles, puisque elles ne fonctionnent pas selon la même logique. Alors, juste montrer quelques permanences. Bon, c'est des cartes très faciles qui sont. Il y a vraiment mais qui elles se sont accentuées au cours des années récentes. Je vous ai mis les cadres en haut, puis je vous ai mis parmi les cadres, ceux qui sont diplômés du deuxième cycle, et puis je vous ai mis en dessous la proportion de 20-24 ans, et puis les plus diplômés aussi. La proportion de deuxième cycle dans celle qui est en haut à droite, et puis la proportion de diplômés de l'université parmi les cadres dans celle du bas. Donc il y a vraiment eu une concentration dans les villes. Ce qui est intéressant, c'est la concentration des jeunes, dont un certain nombre sont ici, parce que ça aussi, c'est un phénomène relativement nouveau qui veut aussi dire que dans l'avenir, le moment où il y aura eu socialisation, le moment de la vie qui est le moment de la jeunesse, ça sera socialisation dans une grande ville. Et parce que très largement, on voit que, en plus de ça, les villes universitaires ont un rôle important. Si vous comparez en bas, si vous comparez, par exemple, Montpellier et Nîmes, vous voyez que Nîmes existe assez peu, alors que Montpellier a une université qui a une grande réputation. Vous voyez même chose pour Strasbourg et Mulhouse, ou bien pour Rouen et Le Havre. Alors vous me direz, là en Corse, il y a vraiment
beaucoup de jeunes. Ben, c'est une petite ville qui s'appelle Corté, et il y a une université, et après tout, il y a pratiquement que ça à Corté. Donc, la méthode, forcément la méthode gonfle, on va voir d'ailleurs pourquoi. Ça, c'est les revenus. Ça vous montre que les revenus, bien sûr, sont les plus importants dans les agglomérations, mais surtout autour des agglomérations. Si vous regardez bien, vous voyez que, regardez Bordeaux, par exemple. Vous voyez que le centre de Bordeaux, les revenus sont plus faibles. Et puis ensuite, vous avez une couronne que le géographe Jacques Lévy appelle l'anneau des seigneurs. C'est là que les revenus sont les plus forts. Puis ensuite, bien sûr, on va vers les zones rurales où le revenu est nettement plus faible. Et il n'y a pas que les villes. Regardez ici. Est-ce que vous voyez cette zone-là? On se dit, mais il y a une très grande ville à cet endroit-là. En fait, il y a juste Reims. Mais c'est pas une si grande ville que cela. Mais autour de Reims, il y a les communes qui cultivent le champagne. Et donc, elles sont assez peu peuplées, mais elles sont peuplées de gens très riches. Et donc, comme ce qui est représenté, c'est la surface, ça donne l'importance. Et du coup, on se dit, ben là aussi, il y a pas mal de... Ben, c'est le vin de Bourgogne. Et puis, on trouve Cognac, et puis on trouve le vin de Bordeaux. Donc, on peut résumer, en France, les zones les plus riches, c'est les grandes villes, et surtout leur pourtour, et les zones viticoles. Vous avez même au sud, le Muscadet, même au sud de Nantes. Hein, donc, il y a une géographie assez particulière des revenus. Quelquefois, il y a une très grande stabilité. Je vais aller assez vite maintenant, mais je voulais vous montrer ces deux cartes parce que elles sont absolument fascinantes. C'est des cartes. On peut tracer une carte de la pratique religieuse en 1791. On peut la tracer par généralité ecclésiastique. C'est une sous-division des diocèses. Vous la voyez cette carte, parce qu'il y a eu pour ceux qui se souviennent de leur cours sur la Révolution française, il y a eu un moment de très fort débat en 1790-91, qui était, on a appelé cela la question du serment du clergé. C'est-à-dire, on a demandé à tous les prêtres de prêter serment à la Constitution. Et la France s'est séparée en deux. Une partie des prêtres ont refusé, on les appelle les réfractaires, et une autre partie a accepté, on les appelle les jureurs. Et on sait qu'il y a beaucoup d'études là-dessus, et on sait que c'est pas simplement une question de personnalité. Il y a eu 3 votes successifs. Et donc, dans un certain nombre de cas, un curé qui avait été réfractaire, ses paroissiens l'ont obligé à jurer. Et d'autres qui avaient juré l'ont obligé à se rétracter. Donc, c'est un sentiment populaire qui s'est exprimé. Et regardez comme il est précis. Dans les zones en brun, c'était plus de 75%, enfin 75% de prêtres ont été réfractaires. Dans les zones en bleu, on est tombé souvent au-dessous de 10%. La France s'est coupée en deux. Et cette coupure a continué dans toute l'histoire ultérieure de la France. Et une très grande enquête en 1965 a été faite dans tous les villages, dans toutes les paroisses de France, sur le nombre de personnes qui assistaient chaque dimanche à la messe. On appelle ça des messalisants. Et là, vous avez la carte de la proportion de ces messalisants. Vous voyez que les deux cartes, les écarts sont énormes. Dans les zones bleues, on n'allait plus à la messe. Et dans les zones comme celle de l'Ouest ou du Sud du Massif central ou de l'Alsace, le fait d'aller régulièrement chaque dimanche à la messe, c'était encore très important. Et si vous regardez bien, il y a très peu de différence entre les deux cartes. Et récemment, je suis arrivé avec des chiffres plus récents. C'était assez compliqué, mais en bricolant en mettant ensemble un certain nombre d'enquêtes de l'IFOP on a fait ça avec Jérôme Fourquet. On a obtenu une carte autour de 2012 qui est moins fine que celle-là, mais qui retrouve exactement les caractères de cela avec l'Ouest, l'Est. Vous voyez par exemple aussi le Pays Basque, c'est tout à fait caractéristique. Et puis le sud du Massif central. Là, il y a eu beaucoup de discussions. Comment est-ce que cette carte était apparue en 1791? Ce dont on est sûr, c'est que ça n'existait pas avant. C'est-à-dire, ça a cristallisé un ensemble de problèmes, comme ça arrive assez souvent historiquement. Ça a été un événement, et c'est à ce moment-là que cette carte apparaît. Mais une fois qu'elle est apparue, elle a pratiquement plus bougé.
Alors, je vais maintenant faire un tout petit exemple de technique, puisque vous avez vu des cartes qui étaient lissées, donc je vais vous montrer comment je procède. J'ai pris juste une chose toute bête, qui est la densité dans les communes de Lyon. Donc voilà une façon de représenter la densité. On met simplement des cercles qui sont de la taille de la population de chaque commune. Bon, on voit grosso modo, ça donne une première idée. Souvent, si on prend les communes elles-mêmes, on a cette représentation qui est je trouve qui est pas terriblement géniale. Et donc, ce qu'on fait, on procède à un lissage. Alors, en quoi consiste un lissage? On va tenir compte en chaque point de la carte de ce qu'il y a au voisinage de cette carte, faire une moyenne pondérée par la distance. Là-dedans, l'idée, ce que j'applique est une idée qui est plus parlante. C'est pour chaque commune, on a la population de la commune et j'étale, si on peut dire, cette population tout autour en tenant compte de la distance avec une fréquence beaucoup plus faible, plus la distance augmente. Vous pouvez imaginer ça comme si on avait une quantité d'encre qui est proportionnelle à la population de chaque commune, et puis on met ça sur un papier bivard, et donc là, les grosses communes, la tâche augmente, et puis fusionne avec des tâches voisines, et ça donne cette carte. Alors, on a, globalement, la population reste la même, mais simplement, elle est autour. Ce qui est logique, les personnes ne restent pas au centre de la commune, elles circulent autour de la commune, et ça vous donne ça. Alors, l'idée quand même, quand on procède de cette manière-là, vous voyez ici, c'est que j'étale dans toutes les directions. C'est un peu ce que montre ce graphique-là. On voit sur la gauche, on voit la règle d'étalement, quelle proportion de la population on va mettre selon la distance au centre, et puis ça vous donne un schéma qui est un schéma circulaire. Et là, c'est un petit exemple qui est fabriqué, voilà ce que ça donne. Et c'est insatisfaisant parce qu'au fond, il y a l'idée que c'est pas circulaire. Les personnes qui sont dans ces communes-là vont plutôt aller vers des communes voisines. Elles vont pas aller tout autour. Ou mettons, si vous êtes dans une vallée, vous allez aller vers les communes qui sont dans la vallée. Vous irez pas sur les flancs de la montagne. Donc, on peut rectifier de la manière suivante. On utilise, on fabrique ce qu'on appelle un ellipsoïde d'inertie en mécanique, qui est un moyen d'approximer le fait que ça soit plus ou moins linéaire autour de la commune considérée. On fait ça pour toutes les communes et on obtient ce que vous voyez là, qui prend en compte l'aspect linéaire. Donc on entre dans quelque chose qu'on appelle reconnaissance des formes en fait. Voilà un autre exemple. Vous voyez le lissage isotrope, donc circulaire, et puis le lissage elliptique. Vous voyez qu'on on saisit alors c'est un peu artificiel aussi, mais ça a un autre gros avantage, c'est que désormais les communes ne sont plus représentées par leur surface. Paris a la même surface que des communes, que Saint-Véran dans les Alpes, qui a 720 habitants. Donc là, Paris s'étale beaucoup plus largement et Saint-Véran est bouffé par des communes voisines. Voilà ce que ça donne maintenant, la carte finale, quand on applique ça. Vous voyez, je trouve que on saisit quelque chose, c'est le cours de la rivière Yonne que vous voyez apparaître en faisant le lissage elliptique. Alors, bien sûr, il y a ce qu'on voit, par exemple, on voit bien que là c'est Troyes et là c'est Auxerre, et on voit bien que Auxerre doit plutôt être là, je pense. Enfin, c'est une des villes. Et on voit bien que il y a une coupure liée au département, que ça n'a pas pu. Il y a une amorce des deux côtés, alors que en revanche, ce qui va vers Paris, qui longe la rivière Yonne, se voit beaucoup plus facilement. Là, c'est un autre exemple. Je vais vous montrer un exemple sur un autre lissage elliptique. C'est l'accroissement de la population dans le nord de l'Italie. Alors, vous reconnaissez le nord de l'Italie. Là, vous voyez le lac de Genève. Et puis là, vous reconnaissez un bout de la Corse et puis l'Italie. Si vous faites le lissage à la manière que j'ai dite, vous avez ça. Et vous voyez à quel point là, on saisit bien le trait de côte. Ce qui d'ailleurs, la réalité, c'est que la population est sur la côte. Et vous ne l'avez, si vous revenez en arrière,
vous voyez que c'était pas très visible. C'était, bien sûr, une fois qu'on le sait, on le retrouve. Mais là-dedans, puis on voit bien le rôle que joue Milan, que joue Turin, on voit bien aussi toute cette plaine du Pô. Donc c'est voilà un peu quelques exemples de lissage. Et c'est beaucoup des cartes que je vous ai montrées précédemment, notamment sur le vote du RN ou sur les répartitions des immigrés, étaient faites avec ces techniques de lissage. Je vais terminer par une toute petite chose qui est une chose qui m'a beaucoup intéressé, il y a une structure de l'espace social qui est assez particulière et qui est, je vais vous le montrer, qui est multifractale. Alors qu'est-ce que ça veut dire multifractal? Je vais faire un petit exemple, puis une petite application. L'idée du multifractal est la suivante: vous avez un grand carré comme celui-là, et puis vous séparez la population entre les 4 sous-carrés selon une proportion. Vous voyez, là j'ai pris, il y en aura dans le carré qui est en... Alors le plus clair, c'est le plus bleu foncé, le plus foncé en bleu, c'est là où il y a la plus faible partie de population, puis le plus foncé en brun, c'est là où il y a le plus de population. Vous voyez, la population de ce grand carré va être 12,5% va aller ici, en haut à gauche, puis 30% va aller en haut à droite. Enfin, donc on partage de cette manière. Et l'idée est la suivante: dans chacun des carrés, aléatoirement, on va faire le même partage. Donc voilà le carré du haut. Vous voyez qu'il était à 0,5, donc il va à nouveau être partagé en 0,5, 1,2, 0,8, 1,5, et on multiplie les valeurs. Et on le fait pour tous les 4 carrés initiaux, donc on a maintenant 16 carrés, et puis on va refaire la même chose, toujours avec les mêmes valeurs, pour chacun de ces carrés. Donc on obtient ça, et puis on obtient ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et on a une forme qui apparaît, et une forme qui ressemble beaucoup aux cartes de densité, aux cartes de changement de densité qu'on observe. Et on peut montrer par le calcul qu'effectivement c'est comme cela dans la réalité. C'est-à-dire que quand on prend des carrés du territoire, puis qu'on les découpe en 4 carrés, qu'on regarde comment dans chacun des 4 carrés la population se distribue, cette distribution reste la même, avec des fluctuations, mais elle reste en moyenne la même, quelle que soit la taille du carré. C'est quand même assez étrange. Il y a une manière au fond, de gérer l'éloignement, quelle que soit l'échelle, donc qui est un peu l'inverse de ce que je vous ai montré au début avec les migrations, c'est-à-dire le phénomène, là, se répète d'échelle en échelle, absolument identique. La raison de cela n'est pas claire. Je pense qu'on pourrait descendre plus bas, que donc, au niveau urbain, puis encore carrément, même puisque j'ai parlé d'un wagon de métro, je pense que dans un wagon de métro, ça marche. Vous faites 4 carrés, 4 sous-carrés, vous trouverez à peu près les chiffres que vous obtenez pour la France entière. Quand j'étais à UP8, une des étudiantes, ensuite elle a fait son diplôme à UP6, mais elle avait une idée assez étrange, mais intéressante. Elle avait suivi, mais centimètre par centimètre, tous les déplacements d'une vieille personne dans son logement. Donc ça lui donnait une carte de la densité d'occupation du logement, et ça faisait penser à ces cartes-là. On avait des endroits bien sûr très peu occupés, d'autres plus occupés, mais qui étaient un peu répartis aléatoirement. Donc il y a dans ces idées multifractales, il y a sans doute quelque chose à rechercher. Voilà un autre exemple de ce qu'on obtient avec des multifractales, encore un autre. Et là, c'en est pas un. Là, c'est réel. C'est la répartition des densités. Alors, on va le voir à un autre endroit. C'est en fait, ça, c'est la vallée du Rhin. Là, ça, c'est la vallée du Rhin. Là, c'est la Sarre. Là, c'est Nancy. Là, c'est Metz. Et là, c'est Stuttgart. Et là, on doit arriver sur Genève, je pense. Oui, non, pas encore. On a l'Alsace et la Pays de Bade est ici. Donc, vous voyez qu'on a
Voilà un autre exemple où on a la vallée de la Loire. Voilà, d'un côté, c'est la réalité, si on peut dire, et puis de l'autre côté, c'est la simulation. Voilà, à nouveau, là, on voit mieux les frontières. Là, on voit bien le Luxembourg. C'est la même que tout à l'heure, mais on voit bien, on remarque aussi une chose sur cette carte-là, c'est l'extraordinaire faible densité de la France par rapport à l'Allemagne. Regardez, d'un côté du Rhin, le Rhin est là. Regardez, de ce côté-là, l'Allemagne est très dense, hein, on monte. Là, on a la région de Francfort. Et là, en Allemagne, bon, ici, il y a Strasbourg, mais ensuite, c'est le désert, les Vosges. Et puis après les Vosges, c'est ce qu'on appelle la diagonale du vide. C'est un peu, quand on était en 1914, c'était un peu inquiétant, cette genre de répartition de la population. Là, je vous ai remis les densités et j'ai fait une simulation en supposant justement que c'était les densités se répartissaient de façon multifractale en France. Donc là, c'est pas aléatoire, c'est-à-dire que dans chacun des carrés, on sait la position des 4 sous-carrés. Et quand on fait la simulation en utilisant cela, voilà ce qu'on obtient. Regardez, c'est pas mauvais. Hein, on reconstitue pas parfaitement. Il y a des choses qui marchent pas bien, notamment à cause, par exemple, de la Sologne, ou bien un petit peu à cause de la Camargue. Mais sinon, la reconstitution est pas mauvaise du tout. On est donc, sans le savoir, on vit dans un espace multifractal. Voilà. Et puis pour terminer, je veux juste vous montrer, parce que ça fait partie des moyens de représentation, voilà quelques anamorphoses, mais je vais vous montrer peut-être... celle-là est intéressante, c'est la proportion que vous avez vue tout à l'heure de personnes âgées de jeunes, âgées de 20 à 24 ans, parce qu'on voit bien les arrondissements parisiens. Et il y a une sorte un peu d'ironie, vous voyez qu'il y a un arrondissement parisien qui est plus brun que les autres, donc il y a une plus forte proportion de 20-24 ans, c'est le quartier latin, c'est le 5e arrondissement. Donc il y aurait, même si les universités ont été déplacées hors de Paris, il reste quand même une attraction du 5e pour les jeunes. Voilà, là c'est les personnes âgées, donc on voit qu'elles sont plus fréquentes dans les beaux arrondissements, 7e et 16e. Bon, ainsi de suite. Et puis, je vais vous montrer, juste à la fin, voilà à nouveau le vote pour Le Pen. Voilà une tentative autre qui rappelle ce que les étudiants des Beaux-Arts font avec leurs maquettes, pour simuler les courbes de niveau. C'est pas très parlant, hein. Ça m'avait pris beaucoup de temps de faire ce genre de représentation, mais je trouve que cette représentation est plus parlante. Et puis, on a essayé une autre manière, qui est un analogue à celle qui est sur l'affiche, qui est, voilà, c'est les pourcentages de vote pour Macron. Ça fait un peu quand même pustulaire, hein. C'est peut-être le cas d'ailleurs. Mais c'est pas, donc, l'utilisation pour ce genre de problème des 3D n'est pas très probante. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'était, je peux répondre aussi à des questions tout à fait sur d'autres questions qui portent sur la géographie sociale ou démographique, hein, ou sur des controverses actuelles, ou du moins essayer de répondre. Oui, ça marche. Ouais. Moi, je voulais merci beaucoup pour la conférence déjà. Et j'avais une question sur justement la répartition entre justement la densité d'immigrés et la pauvreté et justement le vote Le Pen. Et donc on a parlé du négatif que ça crée entre justement le nom, la densité d'immigrés et le nombre de votants pour Le Pen. Donc ça s'illustrait très bien à Paris, mais justement je crois avoir vu que dans les villes du Sud et notamment dans toutes les Bouches-du-Rhône, c'était pas du tout le cas. Enfin ça ressemblait
ça ressemblait pas à ça. Et du coup, je me demandais ce qu'il pouvait y avoir comme explication à ça, justement. Alors que pourtant, on avait vu que les villes du Sud, il y avait aussi beaucoup d'immigrés. Non, vous avez raison que quelquefois on dit il y a un front ou un RN maintenant du Nord et puis un RN du Sud. On dit le RN du Nord est plus social et le RN du Sud est plus idéologique. Mais quand même, vous voyez la carte, c'est pas, par exemple, on voit bien sur la carte que le vote RN, au moins dans les grandes villes, vous voyez qu'il est plus faible à Montpellier, qu'il est, bon, ces deux grandes villes là, et qu'il est plus faible à Aix-en-Provence. Donc alors à Marseille, il est un peu plus faible en fait que la grande zone de vote Le Pen, c'est vraiment le long du Rhône, Saint-Gilles, des villes comme ça où il y a d'ailleurs des maires FN maintenant. Mais votre remarque est juste, cette différence-là joue un peu. On voit bien qu'au nord, les villes apparaissent plus clairement qu'au sud. Donc la relation que j'ai montrée, elle est générale, mais comme toute relation, au fond, sur les questions sociales, il y a des nuances. Même quand on regarde il y a des nuances, par exemple, le RN en Allemagne, en Alsace, n'est pas comparable à celui dans le sillon houillé que vous avez ici. Il y a à chaque fois des variations locales, mais globalement, c'est au fond aussi à ça que votre remarque m'est utile, parce que c'est à ça que sert la statistique. Pour l'instant, c'est très mal vu, la statistique, quelque part. Il y a un côté, c'est comme l'exemple du métro que j'ai donné tout à l'heure. Or, si on veut faire une proposition générale, le seul moyen, c'est de recourir à ce que je vous ai montré, à la statistique. Et si on remonte beaucoup, attendez, on va remonter à la courbe. Et, voilà. Voilà. Là, vous voyez dans ces deux courbes-là, bien sûr, vous avez c'est toutes les communes selon leur taille. Donc, il est possible, par exemple, que ce petit encoche, ça soit lié à certaines villes du Sud, mais globalement, la relation tient, et de même que vous la voyez dans l'autre sens. Mais il y a un débattement autour de cette réaction. C'est, comment dire, la statistique, c'est comme on dit, c'est en moyenne, ça ne décrit bien, heureusement, ça ne décrit pas tous les cas particuliers. Merci beaucoup pour votre exposé. Il y a une chose dont vous n'avez pas parlé, c'est la couleur. La couleur. Oui, de tout. Comment vous choisissez les effets de couleur, comment vous contrastez et comment ça vous sert à exprimer les formes? C'est une très bonne question parce que bon, ce que je fais quand vous le voyez, quand je fais la carte, je fabrique un nuancier qui est continu. Enfin, il n'est pas complètement continu. Il comprend, si je me souviens bien, il comprend 48 teintes qui vont. Donc, donc je les choisis. Bon, les couleurs que je prends, c'est les couleurs qu'on prend d'habitude pour représenter, par exemple, le réchauffement climatique, ou bien les couleurs qu'utilisent les astronomes pour montrer les densités, par exemple, de nuages stellaires. Donc j'ai gardé ce code, le bleu signifiant faible, et puis le rouge foncé signifiant fort. Donc, qui était aussi un petit peu, les vieilles cartes de géographie avaient un peu cet imaginaire, avec le bleu pour les océans, et puis pour les montagnes, on montait jusqu'au brun. Alors, quelquefois, on mettait même du blanc parce qu'il y avait de la neige tout au bout, mais donc là, ça aurait moins de sens. Donc, ce qui veut dire que sur la carte, quand il n'y a pas un nombre fini de catégories, enfin, où il y a 48 catégories, mais elles sont pas détectables à l'œil nu. Par contre, là, vous l'avez vu, ce que je fais presque toujours,
j'utilise un découpage en quartile, c'est-à-dire je prends, alors quand c'est des cartes départementales avec des zonages précis, la couleur marche pas très bien. Il vaut mieux avoir une couleur, une intensité variable que des couleurs qui créent un petit peu une ambiguïté. Donc là, je trouve les cartes les 4 couleurs sont assez simples et je coupe la distribution en 4. Donc je mets les 22 départements les plus faibles, les 22 suivants, les 22 et ainsi de suite. Donc je coupe pas. Alors là, ça marche à peu près sur la découpage qui est montré, mais quelquefois, vous voyez les chiffres 10, 17, 23,5, 29,5, 37. Ça permet de découper un petit peu quand aussi il y a un peu la carte à nouveau. Le but d'une carte, c'est pas du tout d'être d'être exact d'une certaine manière. Le but, c'est qu'elle dégage des grandes lignes, c'est à ça que sert le lissage aussi. Ça permet. Donc la couleur a aussi ce rôle pour dégager les grandes lignes. Donc j'ai souvent on voit là par exemple il y a des 27,5 à 32,5 et donc très souvent j'ai des problèmes avec les cartographes parce que eux suivent un livre qui est une sorte de bible de la cartographie qui s'appelle la sémiologie graphique de Jacques Bertin. Vous vous souvenez peut-être de ça. Et alors là, il y a des règles. Il faut un nombre impair de couleurs, par exemple. Je n'ai jamais senti la nécessité de cela. Ou bien, il faut que les découpages doivent être réguliers ou avec des nombres ronds. Mais ça n'a pas de sens de faire un découpage en nombres ronds parce que si on était au lieu d'un système décimal, on était en système de base 12, les nombres ronds seraient plus ronds du tout. Hein. Donc, je pense qu'il faut rechercher, c'est souvent. Alors vous me direz, bon, il y a une sorte de trucage, mais non, c'est aussi une partie de la réalité. C'est justement ça, la représentation. Souvent, si vraiment dans une carte qui est très régulière, tout d'un coup, il y a un département qui est rond de la régularité, je m'arrête là parce que il n'y a pas de raison vraiment d'avoir une règle au départ. Le but est que ça soit clair, la carte. Et c'est pas mensonger. J'ai le droit de couper où je veux. Et d'une autre manière, je ne peux pas. Alors quelquefois on me dit, oui, mais on peut faire n'importe quelle carte avec. Ben non, vous pourrez jamais changer l'ordre des données des départements. Donc, mais vous pouvez faire, ce qui est vrai, j'avais des petits exemples où on montre que rien qu'avec une distribution donnée, on peut faire des cartes très différentes mais sans tricher du tout. Mais par exemple, si on insiste beaucoup sur le début de la distribution, ou bien disons sur les valeurs les plus faibles, ou sur les valeurs les plus élevées, ou si, quand on fait du noir-blanc, si on inverse une carte qui est en noir-blanc, et puis on inverse le noir et le blanc, elle n'a pas la même allure du tout. On peut en tirer des conclusions pas énormément différentes. En revanche, on peut pas arriver à faire tout ce qu'on veut avec les données. À un moment donné, j'avais fait un livre il y a longtemps avec Emmanuel Todd qui s'appelait L'invention de la France. Et on avait fait beaucoup de cartes et des comparaisons de cartes. Alors c'était en noir et blanc à l'époque, c'était en 1980. Et Emmanuel Todd voulait à tout prix que les cartes prouvent ce qu'il pensait. Alors il y avait une carte qui était la carte du Parti communiste, puis il y avait une autre carte qui était la carte des suicides. Et on travaillait déjà sur un écran, à l'époque, c'est des espèces d'écrans cathodiques fluorescents. Donc on faisait apparaître les cartes et puis on faisait défiler les départements. Et il voulait à tout prix. Donc je me souviens, il était furieux. Il me disait prouve-le. Mais je pouvais pas le prouver. C'était impossible. Il y avait aucun moyen. Les deux distributions n'étaient pas les mêmes. Mais en revanche, on pouvait sur chacune des deux distributions mettre forcer sur tel ou tel trait de la distribution, l'aplatir beaucoup en mettant beaucoup de départements dans la catégorie moyenne, puis quelques-uns seulement au bord, ou l'inverse. Enfin, il y a des tas de manières de doser, mais on peut pas faire non plus n'importe quoi. C'est toute cette limite qui est
toute cette question de la représentation, dans l'exemple au tout début dont j'ai parlé du bâtiment qui est représenté par l'architecte et puis par le comité de défense de l'environnement, c'est quand même le même bâtiment. Ça ne peut pas, le bâtiment en question, qui était un immeuble, peut pas devenir une église ni une usine, mais il peut être montré de façon assez différente. Et les cartes, c'est la même chose. Elles peuvent être montrées de façon très différente. Et surtout, le but n'est pas de repérer sur une carte une valeur. La valeur, elle est dans le tableau de chiffres, point final. Mais quand on a le tableau de chiffres, on voit rien. Là, le mot morphologie a été prononcé au début. C'est toute, je crois, la différence entre ce qui est analytique et ce qui est morphologique. La carte, elle est faite pour avoir une perception immédiate, globale. C'est ça le rôle, c'est ça la question morphologique dans son ensemble. Mais c'est pas du tout d'avoir chaque point particulier. Si vous avez un tableau de valeurs, vous ne voyez rien de l'ensemble. Vous notez simplement les quelques valeurs les plus élevées, les quelques valeurs les plus faibles, mais vous n'allez pas plus loin. Donc la carte, je trouve, apporte beaucoup parce qu'elle fait émerger, quand c'est possible, je vous montre des cartes où des formes émergent, mais quelquefois, il y a des cartes qui ne donnent rien. Par exemple, j'avais eu un grand espoir dans la carte des votes pour la mort de Louis XVI, puisqu'on savait qu'il y a un dictionnaire des conventionnels qui indique ceux qui ont voté pour la mort de Louis XVI, et on sait quel département il représentait. La carte était, il y avait rien à en tirer. C'était une peau de léopard. Donc certaines ont de la structure, puis dans des cas comme ça, c'est sans doute parce que, on pouvait ensuite expliquer l'échec, c'est que au fond, les conventionnels ne représentaient pas vraiment, ils représentaient des classes sociales particulières, ils ne représentaient pas vraiment l'opinion du département dont ils provenaient. C'était une des possibilités d'explication, mais en tout cas, là, ça marchait pas du tout. Disons que quand même dans l'ensemble, quand on est vous l'avez vu, sur des phénomènes sociaux, les cartes sont assez structurées, mais parce que par derrière, il y a toute l'histoire de France. Donc c'est et puis il y a toute la lourdeur des mœurs. J'aurais pu vous montrer, par exemple, encore maintenant, si vous regardez des cartes comme la proportion des ménages où, en plus d'un couple, on a un autre parent, un grand-père, ou bien ce qu'on appelle une famille complexe. Vous verrez que c'est exactement le sud-ouest de la France. Et ça remonte à bien avant la Révolution. On a là des traces dès l'époque de Louis XIV, on a quelques points d'enquête. Et si vous regardez de la même manière la proportion de personnes qui décèdent à domicile, c'est cette carte-là que vous retrouvez. Donc il y a des mœurs qui subsistent, même si ce qui était à l'origine, c'était en fait des coutumes d'héritage qui sont très anciennes, qui faisaient que dans cette grand sud-ouest, l'héritage était inégalitaire. C'était un des enfants qui héritait de l'ensemble, avec quelques compensations pour les autres, alors que dans le reste de la France, on partageait. Il y avait déjà l'héritage à peu près égalitaire, enfin à peu près, parce que très souvent, il était égalitaire pour les garçons, mais pas pour les filles. C'était comme ça aussi, pas partout. Là, en Bretagne, il était égalitaire pour les deux sexes. Dans le reste du Nord, c'était plutôt les garçons, mais des choses comme ça aussi anciennes se maintiennent encore maintenant. Il y a des sociologues qui ont travaillé sur la manière dont les exploitations paysannes agricoles se transmettaient dans le sud de la France. Par exemple, une très belle étude sur le Lauragais, ça continue à être inégalitaire. Ça continue on hérite de l'ensemble. Il y a un seul enfant qui hérite de l'ensemble de l'établissement, de la propriété ou de l'exploitation, et puis il signe des papiers pour ses frères et sœurs, et ça a des conséquences très lointaines. Ça fait que après le vote du Code civil, qui oblige le partage de l'héritage, les gens du Sud-Ouest se sont mis à faire très peu d'enfants, de façon à ne pas avoir à partager. Et quand on fait une carte de la fécondité, encore maintenant, le Sud-Ouest a une fécondité nettement plus faible que le reste de la France. Donc il y a des lourdeurs des mœurs qui font que beaucoup de cartes dans le domaine social, un peu comme celles que vous avez vues, ont de la cohérence.
Autre question? Oui? Bonjour, déjà merci pour la présentation. J'avais une question sur une citation qui était sur l'affiche d'annonce de la conf, donc d'Alain Badiou sur le réel et l'impasse de la formalisation. Voilà, ça m'avait un peu interpellé, donc je me demandais si vous pouviez dire quelques mots. Je sais pas si c'est vous qui aviez. La citation, c'était le réel et l'impasse de la formalisation. Je ne sais pas si c'est vous qui aviez fait ce résumé. Oui, c'est une phrase d'Alain Badiou. C'est une phrase que Alain Badiou, non, c'est Alain Badiou l'a repris dans son livre sur son petit livre sur le réel, il l'a reprise. En fait, c'est une phrase de Lacan qu'il a reprise. Et je trouve que c'est une très belle phrase parce que c'est l'idée que, bien sûr, on peut formaliser, et au fond, la carte est une formalisation, mais que c'est ce qui échappe à la formalisation qui est souvent l'aspect le plus intéressant. C'est au début de ma carrière, j'avais une formule qui était au fond assez analogue à celle de Lacan et puis de Badiou. Je disais, l'important c'est le résidu. Autrement dit, très souvent, on voit une régularité et puis c'est à l'intérieur de cette régularité, c'est les écarts à cette régularité qui sont plus intéressants, mais qui sont aussi beaucoup plus, quelquefois même on ne les comprend pas. Et c'est, je pense, l'idée de Badiou, c'est là que le réel se niche, qu'on ne peut pas, et que c'est là que, comme il le dit très bien, que le réel échappe à la formalisation. C'est dans l'idée de ce résidu, mais c'est l'idée de promouvoir aussi ce résidu. C'est là qu'il se passe quelque chose au niveau justement de la réalité. Donc, moi, c'est un petit peu comme ça que j'ai interprété cette phrase. Mais c'est un très beau texte de Badiou. Si vous êtes un lecteur de Badiou, il y a à prendre et à laisser, parce que quand il commence du côté maoïste, ça devient, moi je décroche. Mais il y a des choses vraiment formidables dans ce livre, notamment. Il a, après avoir discuté sur cette notion du réel comme échappant à la formalisation, il a un passage sur un poème de Pier Paolo Pasolini, qui est un poème sur le tombeau de Gramsci. Est-ce que certains d'entre vous n'ont pas lu c'est un très très beau poème de Pier Paolo Pasolini où Gramsci Gramsci au fond se désole que Pier Paolini se désole devant le tombeau de Gramsci. Il dit pauvre Gramsci. Alors c'est un tombeau qui est dans un cimetière de Rome qui est réservé aux non-catholiques. Un tombeau. Je sais plus exact. Je crois que tu dois connaître ce cimetière de Rome. Il est peut-être vers la ville. C'est un cimetière où il y a à la fois des tombes de riches et puis c'est des tombes qui ne sont pas reconnues par l'Église. Donc, alors c'est pas le point le plus grave, mais quand même c'est les tombes des riches qui gênent Gramsci. Puis il dit, mais surtout il dit, c'est fini quoi. Le matérialisme historique, ça marche pas. Le communisme, ça peut marcher, mais il n'y a pas de sens de l'histoire. C'est pauvre Gramsci. Et je pense qu'il y a un lien entre la manière dont Badiou interprète le poème de Pier Paolo Pasolini et son idée, sa phrase sur la formalisation et le rapport entre réalité et formalisation. C'est tout d'un coup aussi une sorte de prise de conscience de Gramsci, de Pier Paolo Pasolini, d'une certaine réalité au-delà au fond, au-delà de ce matérialisme historique, de ce sens de l'histoire auquel croyait encore Gramsci. Et ce qui est du point de vue pas mal de la part de Badiou, parce que malgré son maoïsme, évacuer de la vulgate marxiste et maoïste le sens de l'histoire, c'est quand même, c'est pas rien. Et c'est une chose sur laquelle on se questionne beaucoup. Est-ce que ça répond un peu à votre question?
Oui, bonjour, merci pour votre présentation. J'avais juste une question sur le type de données sur lesquelles vous appuyez. Est-ce que vous appuyez surtout sur celles de l'INSEE ou sur d'autres? Et est-ce que c'est des données publiques, accessibles? Et est-ce qu'il y a des données aussi sur le parc de logements? Est-ce que vous avez travaillé là-dessus, sur les bâtiments? Oui, systématiquement, j'utilise des données auxquelles tout le monde peut accéder. Mais il y a beaucoup de données comme ça, heureusement. Pas toutes, mais donc celles que je vous ai montrées, quand c'est des données, bon, les données sur les résultats des élections par commune, on les a même quelquefois à un niveau plus fin des bureaux de vote, on les a sur data.gouv très rapidement. Les données sociales, toutes celles que j'utilise viennent de l'INSEE. Et puis il y a des données alors les données sur les revenus, c'est des données qui viennent du ministère des Finances, qui sont, j'ai eu beaucoup de discussions à ce sujet-là, parce que la France, on peut pas mettre en correspondance, on peut pas lier les données du ministère des Finances aux autres données. Et en plus de ça, elles sont données avec des limites. On peut pas on ne donne pas, par exemple, la distribution des revenus au-dessous de communes qui ont, je crois que c'est 5000 habitants la limite. Donc ça limite beaucoup le travail dans les recensements des autres pays. Mettons, aux États-Unis, c'est pas un modèle du genre, mais on a les données sur le revenu et on peut les mettre en rapport avec toutes les caractéristiques. J'ai même eu des réunions avec je trouve que je connaissais relativement bien le directeur de l'INSEE, Tavernier. Il m'a dit qu'il n'arrivait absolument pas à obtenir du ministère des Finances le fait qu'on puisse coupler les données. C'est des données statistiques, c'est pas des données individuelles, qu'on puisse coupler avec. Alors quelquefois maintenant, on les obtient, mais il faut faire des demandes et tout, donc on sort du cadre que vous avez dit. Je pense, moi, le cadre que je respecte, c'est tout le monde peut y accéder. Les données, par exemple, sur la pratique religieuse de la carte de 1965, elle figure en annexe d'une publication de Sciences Po de Isambert et Terre-Noire. On a tous les chiffres, donc bon, quelquefois on peut les trouver, quelqu'un les a déjà rentrés. Moi, c'est par canton, donc c'est 3700 cantons, ça vous prend 3 heures de temps, quoi. Voilà, c'est pas drôle, mais vous les tapez, hein, c'est pas. Donc, il y a aucune les données sur l'autre carte qui est la carte du vote sur les réfractaires et puis les jureurs. C'est un auteur américain Timothy Tackett, qui a fait un livre remarquable pour discuter ça, et en annexe, il a fait les comptages, lui aussi était courageux, il a dépouillé les fiches de 150 000 prêtres. Donc, alors il y a des départements il y a bien sûr des problèmes, mais il les signale, mais là donc il suffit de reprendre les données. Donc il y a quand même, je trouve en plus de ça que depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, l'INSEE a fait des gros progrès. Il y a vraiment, c'est très riche. Vous avez je trouve même par exemple alors quand je dis très riche, quelquefois il y a des problèmes. Par exemple sur l'immigration, il y a de légers problèmes, mais vous avez, puisque vous parlez du logement, il y a une base de données de l'INSEE qui permet de faire des choses formidables. C'est ce qu'ils appellent les données détails. C'est des données individuelles. Vous tapez sur le site de l'INSEE, puis vous tapez données détails, ça vous donnera la liste. C'est 21 millions de Français et sur ces 21 millions, vous avez 87 variables. Donc, vous avez beaucoup de variables concernant le logement. Et alors, il y a des coefficients de pondération, c'est fait de façon assez compliquée, mais c'est vérifié. Et surtout, il y a une chose qui est absolument formidable, c'est que les données sont classées par ménage. Donc vous pouvez, par exemple, vous pouvez voir si
Dans un ménage, il y a un chômeur. Est-ce que l'autre membre du ménage est aussi au chômage? Ce genre de travail qui est très difficile. Sinon, donc il y a beaucoup de. Vous pouvez à partir de ça aussi faire des travaux fins sur, par exemple, la fécondité des ménages, des choses de ce genre-là. Donc c'est vraiment des données très très intéressantes. Mais le paradoxe, c'est que plus il y a de données, plus les politiques ne s'intéressent pas aux données ou racontent n'importe quoi sur les données. C'est quand même un problème un peu curieux. Vous voyez, c'est peut-être c'est ouais. Bon, autre question, oui. Bah juste, du coup, j'ai un peu plusieurs questions, mais du coup, j'avais une première question qui était sur le rapport à l'abstention et le rapport justement au vote Le Pen. Est-ce que il y a une carte un peu qui se dessine de l'abstention? Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu qui est assez réparti, ou est-ce qu'il y a quelque chose à retenir d'une potentielle carte sur l'abstention? L'abstention, c'est vraiment le côté sur lequel on est le moins capable de comprendre quelque chose. C'est un ancien directeur de Sciences Po, Alain Lancelot, a d'ailleurs fait un livre de Sciences Po pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière les chiffres d'abstention depuis les partis même de la Troisième République. Il a rien trouvé, il l'a reconnu. Il n'y a pas c'est pas un phénomène très structuré. Il y a quelques généralités, bien sûr, entre zone rurale, zone urbaine, ou bien par âge, ou bien l'est de la France qui a tendance à un peu plus s'abstenir, mais c'est assez fluctuant. C'est très peu compréhensible. Il n'y a pas autant là les cartes que je vous ai montrées par exemple du vote FN, on peut trouver beaucoup de choses avec elles. Elles sont très claires et elles sont en plus de ça très stables. Le niveau du vote n'est pas stable, bien sûr, malheureusement, mais la carte, une fois dans un livre un peu plus ancien, j'avais mis ensemble 23 cartes de 23 votes FN, en prenant les européennes, les régionales, les présidentielles, les législatives. Les 23 cartes étaient pratiquement pareilles. Et alors l'éditeur m'a dit, mais ça sert à rien, puisqu'elles sont pareilles, vous en mettez que 3. Ben non, c'était intéressant que les 23 soient pareils. C'était ça qui était le point important. Et pour l'abstention, vous avez rien de semblable. C'est assez variable. Alors, du coup, ça vous explique que tous les partis disent oui, mais les abstentionnistes vont voter pour nous. Vous avez vu que c'est ça le refrain. On va convertir les abstentionnistes. On va aller vers les jeunes pour qu'ils ne s'abstiennent pas, etc. Bon, c'est comment dire, c'est un vœu, c'est du wishful thinking, hein, comment dire. Ça va pas au-delà. Mais il y a vraiment très très peu de. Il y a des articles, mais on n'est jamais arrivé à tirer quelque chose d'assez fort. Sur les votes par contre des partis, j'aurais pu vous montrer, on trouve des choses quelquefois extraordinairement simples. J'avais regardé le premier vote pour Macron en 2017 parce que voilà quelque chose qui apparaissait comme tout à fait nouveau. Bon. Et quand même, la carte était assez... Vous l'avez vu là, tout à la fin, elle était quand même assez structurée. Et en fait, c'était tout bête, mais en prenant l'élection précédente, donc de 2012, si je prenais tout ça au premier tour, je prenais les votes pour le MoDem, pour Bayrou, et la moitié des votes pour Hollande, je faisais la somme, j'obtenais la même carte, je l'ai publiée presque à la commune près. Hein. Autrement dit, et d'ailleurs c'était bien ça, c'était bien ce fameux ni droite ni gauche, c'était bien le ralliement de Bayrou, c'était tout à fait, lui-même à l'époque venait quand même d'un gouvernement socialiste, faut pas l'oublier, de Macron. Donc c'était lumineux, ça marchait au-delà de tout ce qu'on pouvait espérer. Donc il y avait au fond très peu de surprises dans ce vote. Mais si vous prenez l'abstention, là vous serez incapable de vous donner la carte de l'abstention à l'avance, alors que la carte du RN, je peux vous la donner. Je serai incapable bien sûr de dire s'il va vraiment être aussi haut ou un peu plus bas.
là, il faut des prophètes. Mais une fois que vous avez le total, je peux vous le répartir presque comme les fractales. Je peux vous le répartir. Je peux vous garantir que ça sera sans doute la même chose. La seule chose qui risque de changer, c'est pour ça que c'est inquiétant, c'est cette carte que j'ai pas, c'est cette courbe que j'ai pas commentée. Là, c'est la même chose que la précédente, mais j'ai mis en mettant la barre 100 pour le vote de chaque, vous avez différents votes du Front National, et j'ai mis quel était le niveau de ce vote selon l'élection. Et vous voyez que encore en 1995, c'est la courbe qui est la courbe bleue. Vous voyez qu'il y a une tendance, c'est selon la dimension de la population. En bas, vous démarrez à moins de 500 habitants, puis vous allez à plus de 100 000 sur l'autre extrémité, sur la droite. Vous voyez que la courbe bleue, elle est, c'est plutôt les villes moyennes, entre 25 et 100 000 habitants qui avaient le plus voté pour Le Pen. Et regardez, l'élection suivante, 2002, déjà, ça bouge un peu, c'est le vert. Et puis 2007, c'est l'élection Sarkozy. Le vote Le Pen dans les villes baisse très très nettement. Puis ça continue en 2012. Et puis 2017, vous avez vraiment ce contraste très très fort. Donc vous voyez, il y a une logique. Je crains que je guetterai avec attention qu'il y ait que la courbe se relève cette fois-ci. Alors que on pourrait dire il y avait une sorte de logique et cette logique me rendait optimiste sur l'évolution de ce vote, puisque de plus en plus les grandes villes et même les banlieues échappaient au RN. D'ailleurs, on l'a vu en 2017. Le vote était très simple. C'est outre son côté régional, c'était le cœur des grandes villes à voter Macron, la couronne périphérique des villes à voter Mélenchon, et le reste a surtout voté Le Pen. Il y avait là-dedans une structure qui... Donc je me disais que le problème du RN, c'est de regagner le centre-ville ou de regagner les banlieues. Et c'est peut-être ce qu'il est en train de réussir. C'est pour ça que cette fois-ci, la situation est quand même plus inquiétante qu'elle ne l'était dans les précédentes élections. Oui, merci pour votre conférence. C'est assez émouvant parce que vous étiez mon professeur, comme beaucoup d'autres, il y a une quarantaine d'années à EP8, rue du Chevaleret. Donc, j'en profiterai pour revenir surtout sur la représentation et la géométrie. À cette époque-là, comme vous l'aviez dit, bon, c'était surtout le premier cycle, le tronc commun. Donc, il y avait aussi, donc, comme vous l'avez cité, Albert Flocon, qui lui nous apprenait la perspective. Donc, on avait l'impression que entre la descriptive, les volumes donc platoniciens que vous nous faisiez dessiner sur toutes les formes, les stations de métro avec différents croisements, etc., qu'on maîtrisait le réel, ou du moins une expression tout à fait crédible, transmissible, etc. Et maintenant, je dirais que on se retrouve avec des représentations, ces représentations du domaine de l'architecture qui sont contestées souvent, qui sont inversées. Vous avez parlé par exemple des associations de protection de l'environnement, enfin je dirais, ou du patrimoine, ou etc., pas qui ont leur intérêt bien sûr, mais qui souvent, à des fins politiques, réutilisent, transforment des documents qui ont été élaborés de manière, je dirais, réelle, qui ont à voir quand même avec le réel, la façon de communiquer, pour les falsifier, les contredire à d'autres façons. Est-ce que vous ne pensez pas que dans ce débat, il faut être attentif finalement à la qualité donc de la représentation en termes de communication? Oui, enfin, ce que j'ai un peu cherché à montrer, c'est quand même qu'il y avait justement une assez large latitude. C'est donc qu'il y a malgré tout, dans le cas que j'ai cité de l'architecte et puis
du groupe d'écologistes, mettons, de la communauté locale, leur but, du fait que leurs buts sont différents, les représentations sont différentes, mais on ne peut pas dire qu'il y ait, enfin, c'est toujours, au fond, ce qui m'avait intéressé à IP8, y compris dans ces cours, c'était justement montrer qu'il y avait plusieurs représentations possibles, qu'elles étaient intentionnelles, elles charriaient mais elles étaient non plus, comme je l'ai dit tout à l'heure, elles restaient dans un cadre relativement elles étaient encadrées, si on peut dire. On pouvait pas, comme je l'ai discuté à propos de l'exemple du Parti communiste et puis du taux de suicide, on peut pas faire n'importe quoi. Donc, mais je trouve, pour moi, je pense que très souvent, dans le monde des sciences dures, on pense qu'il y a une seule représentation. Et que je pense que là, les architectes m'amenaient à justement voir qu'on pouvait exprimer des intentions dans une représentation et donc de reconnaître qu'il y a un côté subjectif. C'est pas n'importe quelle opinion va pouvoir se refléter, mais la manière dont dans ce que je vous ai montré, dont les cartes sont faites, va faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre un peu plus. C'est aussi intéressant parce que c'est reconnaître que ça revient presque à la citation de tout à l'heure sur le réel, c'est reconnaître qu'il y a ce débattement dans le réel qui fait qu'on ne peut pas le saisir parfaitement, mais qu'on peut l'approcher. Donc pour moi, mon expérience du P8 était plutôt de ce côté-là que du côté d'une sorte de rigueur de la représentation. D'ailleurs, c'était sensible puisqu'il y a eu ensuite un peu un débat, et là ça nous ramène à ceux qui m'ont invité ce soir, c'est dans les années 75, dans les années 70, jusqu'en 1975, Buet et aussi Frédé, et les plus proches, étaient rationalistes. Ça venait de Louis Kahn, donc aussi un petit peu en amont de Le Corbusier. Et puis, il y a eu un moment qui a été l'introduction de l'informatique. Donc je me souviens parce que j'ai fait les tout débuts et je peux vous dire que j'emmenais les étudiants de première année à la fac d'Orsay où il y avait un Univac et ils tapaient des cartes perforées. Bon, c'était quand même les tout débuts, mais bon. Et à ce moment-là, il y a eu un retournement du côté de Huette, de Vier, qui était de dire oui, mais il y a la pureté du trait, il y a la beauté. Autrement dit que quelque part, justement, l'informatique était perçue comme un danger et que quelque chose qui empêchait l'expression profonde artistique que permettait le dessin d'architecte. Alors, il y a une partie exacte là-dedans, mais l'informatique avait un autre but. Elle ne concurrençait pas le dessin, elle concurrençait plutôt ce qu'est le propre de l'informatique, c'est la possibilité d'effectuer des changements en chaîne sans avoir à tout recommencer. C'est ça la grande force dans les premiers programmes informatiques. C'est ça tout l'intérêt, de changer une dimension. C'est un intérêt technique, mais bien sûr ça ne concurrençait pas le dessin. Mais il y a eu à ce moment-là une sorte un peu de rejet, un peu dans cette idée que l'informatique allait standardiser. On ne pourrait plus avoir toute cette un peu intuition que pouvait exprimer la qualité du trait. Et je pense que c'était c'était un peu dommage parce qu'ensuite ça a créé un petit retard. Maintenant c'est comblé, mais ça a créé, je pense, un petit retard sur l'utilisation des outils informatiques à l'époque. Pas d'autres questions? Alors, encore merci. Merci aussi pour vos questions et puis pour votre écoute.